Il nous a rejoint sur ce plateau Philippe Etienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À mes côtés, Henri Vernet, éditorialiste politique pour cette interview. Je disais, vous êtes donc ancien ambassadeur de France aux États-Unis pendant la période allant de 2019 à 2023. Vous avez été également conseiller diplomatique du président Macron et ambassadeur en Allemagne. Et vous êtes, pour être complète, auteur du livre Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, aux éditions Talendier. Pour commencer cette interview, on voulait vous faire réagir à ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, avec donc cette opération, cette tentative peut-être d'offensive américaine, mais qui ressemble quand même plus à une opération de pied nickelé, ce bateau qui se serait approché des côtes cubaines, et avec cette fusillade qui a tout de même entraîné 4 morts. Vous, quel est votre regard sur cet incident, même si c'est très probablement, enfin l'enquête va le démontrer, c'est pas forcément l'administration américaine qui a tenté de pénétrer sur le territoire cubain, mais tout de même, c'est lié quand même à cette atmosphère, ces velléités de Donald Trump et cet impérialisme de nouveau sur l'Amérique tout entière. Je pense que c'est lié au contexte, en effet, où le régime cubain est de plus en plus isolé, étouffé par la stratégie américaine, notamment d'arrêt de la livraison de pétrole. Puisque le Venezuela n'en livre plus, et même le Mexique, qui est l'autre pays qui livre du pétrole, là, il y a des pressions sur tous les pays, y compris le Mexique, pour arrêter. Alors, dans ce contexte, vous savez qu'en Floride, et on est tout près de Cuba, il y a énormément d'émigrés cubains. D'ailleurs, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, vient de cette communauté. Bien sûr. Et donc, effectivement, ça doit nourrir certaines attentes dans cette population, dont une partie est absolument anticastriste. Ceci étant, Marco Rubio lui-même a nié que ce soit un acte d'agression américaine sur le territoire cubain. Et effectivement, alors bon, on verra, comme vous dites, mais effectivement, la tactique américaine, cette fois officielle, c'est clairement d'étouffer, pas seulement par l'arrêt des livraisons d'énergie, mais également par l'arrêt de toutes les livraisons, de toutes les ressources financières, par exemple les émigrés cubains, le tourisme, tout ça a été complètement une stratégie étouffé. d'asphyxie. C'est une stratégie d'asphyxie, et donc il est probable que c'est toujours cette stratégie que les autorités américaines poursuivent, en attendant en quelque sorte qu'à un moment, le fruit soit mûr. Alors, soit... hypothèse la moins probable que le régime disparaisse, ou hypothèse qu'on a vu aussi au Venezuela, que le régime finalement cède. Oui, mais soit bousculé après une opération américaine. Parce que si on dézoome justement, en effet, le Venezuela hier, donc Cuba aujourd'hui, quel que soit ce que dira l'enquête, peut-être demain l'Iran. Est-ce que là, aujourd'hui, Trump est en train de remodeler le monde, la planète, à sa façon? Oui, mais sa main. Cuba n'est pas le Venezuela. D'ailleurs, ceux qui sont morts au Venezuela, dans l'opération sur Maduro, vous savez qui c'est? Ce sont des Cubains. Ce sont des Cubains. Oui. Ce sont des soldats cubains qui gardaient Maduro. Et le régime cubain, le régime castriste, a une autre histoire. Et puis d'ailleurs, l'île de Cuba par rapport aux États-Unis, c'est une vieille histoire et c'est compliqué. Mais justement, vous qui avez été ambassadeur de France aux États-Unis, plusieurs gouvernements américains ont eu cette relation de bras de fer avec Cuba, évidemment. Il y a eu la baie des cochons sous Kennedy. Bien sûr, ça fait des décennies que ce rapport dure. Est-ce que, en termes de politique intérieure, pour Donald Trump, Cuba est particulièrement important parce que ce serait une victoire? Oui, bien sûr. C'est ça qui se joue. Si, bien sûr. Et de ce point de vue-là, ce qui va se jouer en Iran aussi, ce qui se joue actuellement en Iran, est surtout vu, je pense, par le président Trump, qui a ses élections de midterm qui arrivent en novembre, qui ne se présentent pas forcément très bien pour lui et les Républicains, comme des gains éventuels de politique intérieure. Et c'est d'autant plus vrai pour Cuba, avec ce contexte de l'émigration cubaine anticastriste ou de l'émigration en général venant de Cuba et de cette région. Alors justement, vous parliez de l'Iran. Il y a des négociations aujourd'hui, des pourparlers qui ont repris entre l'Iran et les États-Unis. Vous, avec votre expérience de diplomate, est-ce que vous pensez qu'une frappe américaine est désormais quasiment impossible à éviter avec toute cette armada, cette puissance américaine autour des côtes iraniennes?
Alors, c'est mon expérience de diplomate en général, mais c'est aussi mon expérience de cette négociation nucléaire, parce que quand j'étais le conseiller d'Emmanuel Macron, Bien sûr. c'était 2017-2019. Il y a eu le retrait américain du précédent accord nucléaire de Vienne de 2015, mais il y a aussi eu des tentatives qui ont été assez loin de renouer par un autre accord entre les États-Unis et l'Iran, et la France à l'époque qui a joué un rôle majeur. Alors, effectivement, ce qui est en train de se passer maintenant est décisif. Il y a des pourparlers à Genève où le pays médiateur est Oman, entre le ministre iranien des Affaires étrangères et les deux proches du président Trump, Serge Witkoff et son gendre, Jared Kushner. Et apparemment, la négociation a quand même l'air de porter ses fruits, en tout cas d'être une vraie discussion, puisque les deux délégations se sont à un moment interrompues pour aller prendre leurs instructions dans leur capitale. Et effectivement, les Iraniens, le régime iranien, on le connaît comme un habile négociateur. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On voit très bien un art dans gagner du temps assez élaboré. Oui, en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de mettre dans la balance des concessions sur le nucléaire, mais n'allant pas tout à fait jusqu'à l'arrêt complet de toute activité d'enrichissement, mais en gardant l'ensemble de leur potentiel balistique, c'est-à-dire des missiles qu'ils peuvent lancer hors de la négociation. Non, mais ça, c'est pas acceptable. Et donc, voilà, c'est ça le problème pour les Américains, d'autant plus que les Israéliens, eux, se sentent beaucoup menacés par justement par potentiel. ces missiles balistiques. Et il ne faut pas oublier que si on parle d'une intervention américaine, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Israël. Donc la question pour les Américains, notamment pour le président Trump, qui va être celui qui va décider, c'est est-ce que ce qui ressort de ces discussions actuelles est suffisant ? Les Iraniens le régime iranien lui apporterait quelque chose qui serait meilleur que l'accord d'Obama de 2015, peut-être. Justement, sur l'uranium, c'est tout l'enjeu sur le nucléaire. Et là, on peut entrer dans les détails, si vous voulez. Ce qui serait meilleur, c'est que le taux d'enrichissement serait plus bas, qu'il n'y aurait pas de sunset clause, c'est-à-dire que l'accord ne serait pas limité dans le temps, et puis éventuellement qu'il y aurait cette idée d'intégration régionale pour les activités d'enrichissement. Un tel accord assurerait en quelque sorte une certaine survie pour le régime. Absolument. Mais c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Alors, c'est ce que cherchent qui le régime iranien cherche à se survivre. Mais est-ce que le président américain, lui, ne cherche pas un changement de régime à Téhéran, parce qu'à plusieurs reprises, il a dit que le monde sera meilleur quand ce régime-là, le régime de Khamenei, aura disparu. Mais évidemment, le résultat, le meilleur pour le président Trump, et là encore, il faut penser à l'opinion publique américaine, c'est d'effacer l'humiliation de 1979 de la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran au début de la Révolution, sous Carter. Mais le président Trump, il aime bien négocier aussi, il aime bien, et il est prêt à négocier, on l'a vu au Venezuela aussi, à négocier avec les régimes qui ne lui plaisent pas. Donc, ça va vraiment être à lui de décider. Pourquoi ? Parce que il a aussi un risque, et les Iraniens, le régime iranien fait tout pour lui rappeler les risques. S'il lance cette opération militaire, qui reste tout à fait possible, bien sûr, on lui dit, vous prenez des risques. Et on le lui dit... Et qui sont quoi comme risques ? Les rétorsions, enfin la réponse iranienne, c'est-à-dire l'envoi justement de ces fameux missiles. Les missiles, c'est l'assurance vie du régime iranien, en fait. Et c'est des missiles qui pourraient envoyer où ? Sur Israël, sur des bases américaines dans la région ? Sur Israël, sur les pays de la région, et sur des bases américaines ou des navires américains, une partie de cette armada. Et sur l'Europe, il dit aussi sur l'Europe. Trump lui-même a dit ça. Absolument. Non, le potentiel balistique iranien comporte des fusées qui peuvent atteindre l'Europe. Pas les États-Unis, mais des biens américains dans la région, oui. Ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est une interview que Steve Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump dans plusieurs de ses négociations, dont celle-là avec l'Iran, a donné à la télévision américaine, et où en fait il a un peu livré l'état d'esprit de Donald Trump en disant « on pensait que les Iraniens allaient capituler ». Est-ce que ça vous semble crédible que Donald Trump ait pu imaginer ça ? Et est-ce que ça dit aussi quelque chose de Donald Trump qui finalement ne connaît peut-être pas bien ce régime des mollahs ou ne le comprend pas bien ? Alors, vous savez, il faut se méfier il faut se méfier. Il faut toujours se demander pourquoi, dans une phase de négociation comme celle-ci, et là je vous donne mon expérience de négociateur, les gens disent en public telle ou telle chose.
Est-ce que on le Alors dit pourquoi Witkoff pour dit envoyer ça? des messages? Effectivement, là, ça ressemble à du premier degré, je suis d'accord avec vous. Et dans ce cas-là, ce serait voilà, un tout petit peu bizarre qu'ils disent ça. Mais là-dedans, il y a quelque chose de vrai, c'est que le régime iranien est très affaibli. Il est très affaibli, et notamment, il est très affaibli sur le plan économique. D'ailleurs, les sanctions des Nations Unies ont été réinstaurées contre l'Iran, à l'initiative de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne à l'automne dernier. Et c'est ce il qui y a a eu déclenché les révoltes dans le pays début janvier. et voilà. Et puis, il y a cette coupure, cette haine de la population contre ce régime. Donc, ce que dit Witkoff, c'est que, évidemment, l'analyse qu'on faisait et qu'on fait toujours, c'est que ce régime est quand même très faible. Henri Vernet. Sur un autre théâtre, l'Ukraine, évidemment, qui a célébré avant-hier les 4 ans de cette guerre, que se faisait fort de régler, alors en 24 heures, c'était sa promesse de candidat, Donald Trump. Aujourd'hui, il y a ces négociations qui nous paraissent assez opaques entre des délégations russes et des délégations américaines. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose? Est-ce que, concrètement, tout simplement, est-ce qu'on se rapproche d'une paix? Et puis, question accessoire, et les Européens et la France là-dedans? Alors, je réponds tout de suite. En 2 temps. Hein. Je réponds tout de suite au dernier point. Les Européens, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à la table qu'ils ne sont pas dans la négociation. Ils sont complètement déjà, dans la négociation c'est un parce point qu'ils qu'ils donnent... ne soient pas à la table. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, cette négociation, ça ne change pas depuis des mois. C'est quoi? C'est territoire contre garantie de sécurité. C'est les territoires dont l'Ukraine accepterait de reconnaître non pas la perte, mais l'occupation par la Russie dans le cadre d'un accord de cessation du conflit, contre des garanties de sécurité qui dissuaderaient la Russie de continuer à l'avenir à attaquer l'Ukraine. Et là, les garanties de sécurité, l'Europe joue un rôle essentiel, y compris d'ailleurs avec la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc je dis ça uniquement pour qualifier l'absence ou la présence de l'Europe. Ensuite, effectivement, on a l'impression, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais je crois que fondamentalement, c'est toujours la même équation. Les territoires... il ne se passe rien, alors Bon, pas forcément, mais enfin, le noyau dur de la négociation, et notamment le fait que Moscou exige que l'Ukraine abandonne l'ensemble du Donbass, alors que l'Ukraine, au prix d'une résistance incroyablement efficace, finalement, et courageuse, et de grands sacrifices, en effet, a réussi à maintenir sa présence dans une partie du Donbass, ne va pas facilement abandonner ce territoire. Et donc, on retombe sur la question territoire contre garantie de sécurité et contre ce qu'on demande à l'Ukraine d'abandonner, avec la question à laquelle personne n'a vraiment la réponse précise. Qui gagne à ce que le conflit soit prolongé? L'intuition, c'est que la Russie, qui est beaucoup plus grosse, qui a moins de scrupules à envoyer la chair des hommes au front pour se faire tuer. Oui, mais dans les faits, c'est pas complètement ce qu'on observe. Certes, il y a un grignotage, pas toujours d'ailleurs. Là, on est à 1% du territoire ukrainien. Seulement, avec des pertes humaines colossales, jusqu'à 30 000 morts et blessés par mois, 426 morts et blessés en 2025. Oui, mais vous avez raison de rappeler ces chiffres, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. C'est terrible. Ils sont monstrueux quand on pense qu'on dépasse la longueur de la Première Guerre mondiale, quand on pense à ces millions de morts et a fortiori de blessés, aux personnes disparues, aux gens qui ont été enlevés, à la souffrance des populations civiles sous les bombardements. Et c'est pour ça qu'il faudrait absolument terminer cette guerre. Mais paradoxalement, plus elle dure, plus elle est difficile peut-être à arrêter, d'ailleurs des deux côtés. Mais ce que vous disiez d'ailleurs, c'est qui a intérêt à ce qu'elle dure? Est-ce que ce n'est pas Vladimir Poutine lui-même? Parce que son régime, son pouvoir repose sur ce rapport paranoïaque au monde. Et tant que Vladimir Poutine sera à la tête de la Russie, il n'y aura pas de paix possible. Quel est votre regard? Vous touchez un vrai point là, et c'est pas seulement d'ailleurs Vladimir Poutine, c'est l'économie de guerre. La Russie a complètement changé son système économique, son effort de guerre écrase tout le reste, c'est d'ailleurs sa fragilité aussi.
Comment être un pays en dehors de la guerre en Russie et aujourd'hui. comment revenir à la situation antérieure. C'est l'une des contraintes qui font que, en plus de la volonté de Vladimir Poutine, effectivement, de préserver son régime, c'est l'une des difficultés pour arrêter cette guerre. Et j'imagine que pour des négociations en tant que diplomate, quand on est face à soi quelqu'un qui n'a pas intérêt à arrêter la guerre... Mais quand on négocie dans des affaires aussi compliquées et finalement aussi douloureuses, il faut bien comprendre tout ceci, bien sûr. Finalement, il faut toujours essayer de se mettre à la place des autres, y compris des adversaires ou ceux avec qui on n'est pas du tout d'accord, pour comprendre effectivement quelles sont leurs motivations. Leur réflexion. Mais néanmoins, dans cette guerre quand même qui s'éternise, est-ce que malgré tout les Européens ne pourraient pas en faire un peu plus, et singulièrement la France, je pense aux livraisons d'armes. Là, par exemple, ça fait un certain temps qu'on ne sait plus trop ce qui est fourni aux Ukrainiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de pouce un peu peut-être pas décisif, mais en tout cas plus marqué? La dernière chose qu'on a vu quand même, ce sont des Européens qui ont été impuissants à voter de nouvelles sanctions contre la Russie parce que l'un des leurs, en l'occurrence le Hongrois Viktor Orban, s'y opposait. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même ressort européen à trouver? Alors, il faut là encore... dans mon livre, je le raconte, hein, j'ai travaillé 13 ans comme représentant de la France à Bruxelles. Mémoire d'un diplomate, je connais assez bien l'Union européenne. Elle est facilement critiquable parce qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire 27 pays, une construction compliquée. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, fait 100% de l'aide financière à l'Ukraine avec d'autres pays européens, mais sans les États-Unis. Alors, évidemment, il y a M. Viktor Orban qui a ses élections dans quelques semaines, qui bloque, prétextant que suite à des bombardements russes, l'Ukraine ne livre plus les produits pétroliers dont la Hongrie et la Slovaquie ont besoin. Mais en fait, chaque fois que la Hongrie, c'est pas la première fois que la Hongrie a bloqué des trains de sanctions, on a toujours soit obtenu de différentes manières la levée du veto hongrois, soit on a trouvé des moyens de le contourner. Mais ça prend un peu de temps. Et c'est vrai qu'on aimerait voir une Union européenne plus rapide, plus efficace, plus forte. Est-ce qu'elle se réveille, selon vous, face au retrait américain en Ukraine, d'ailleurs, ça va être intéressant de nous dire comment vous qualifiez les Américains aujourd'hui. Est-ce que c'est encore un allié? Est-ce que c'est des adversaires? Est-ce que c'est même devenu des ennemis? Certains vont jusque-là. Mais pour rester sur l'Europe rapidement, est-ce que, d'après vous, il y a un réveil quand même de la force européenne, malgré toutes les difficultés que soulignait Henri? Oui, je pense qu'il y a un réveil. Et ce réveil, il est la conséquence de 3 événements quasiment simultanés. Le premier, c'est effectivement la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est vécue maintenant comme une menace au-delà même de l'Ukraine. Une menace existentielle, potentiellement. Et on utilise ce mot existentiel parce qu'on redécouvre que notre sécurité, nous les Européens en général, est menacée. Mais il y a 2 autres facteurs. Un facteur dont on ne parle jamais, mais le chancelier Merz est actuellement en Chine, c'est l'incroyable émergence de la puissance chinoise avec non seulement une présence politique très forte, l'utilisation d'arguments économiques comme les terres rares, le monopole du raffinage de ces matériaux, et le marché européen, comme les marchés dans le monde en général d'ailleurs, qui se trouvent submergés par ces produits. Et puis le troisième élément, vous l'avez dit, c'est effectivement l'évolution de notre allié américain. Vous dites allié. Ami. L'évolution de notre allié américain. Nous avons encore l'Alliance Atlantique, nous avons le temps, mais c'est vrai qu'il faut lire la stratégie nationale de sécurité des Américains, de cette administration, évidemment c'est lié à l'administration Trump, qui quand même désigne, comme les déclarations du président lui-même, l'Union européenne en tant que telle comme une forme d'adversaire. Pas les États individuels, mais l'Union européenne en tant que telle. Ouais. Mais la France particulièrement, ce que vous dites, allié, oui, mais est-ce que c'est encore un ami? Je veux dire, un pays dont l'ambassadeur, tous les 4 matins, critique vigoureusement la politique intérieure française à 2 reprises. Il est convoqué à 2 reprises au ministère des Affaires étrangères. À 2 reprises, il n'y va pas. Vous-même... Il a depuis, comme vous le savez... Oui, il a téléphoné. Il a fini par... Un coup de fil amical, il a fini par vous-même avez été contact. ambassadeur à Washington. Qu'est-ce que c'est amical, ça? C'est un ami qui fait ça? Je parle personnellement, je pense à ce qui a été dit en juillet sur la montée de l'antisémitisme. Vous savez, j'ai présidé la mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France. Je suis frappé, moi aussi, par ce poison de la remontée de l'antisémitisme et d'ailleurs le retour de la guerre au cœur de l'Europe,
80 ans après, ça veut quand même dire quelque chose qui nous alerte. Mais en fait, ça arrive partout, cette montée de l'antisémitisme. Non, non, bien sûr, mais l'ambassadeur américain a critiqué l'inaction selon lui je réponds à ce qu'il a dit. Ouais. Je réponds à ce qu'il a dit. Et j'ai été ambassadeur aux États-Unis. L'antisémitisme monte aussi aux États-Unis. Donc, ce qu'il a dit n'est évidemment pas acceptable. Et en fait, je pense que la vraie raison pour laquelle il avait dit ça, c'est que en même temps, la France reconnaissait l'État de Palestine. C'est ça, en fait. Qui lui était insupportable. Il y a une actualité qui s'est produite aujourd'hui. Il y a un drone, on l'a appris, qui a été abattu hier à Malmö, à 10 km du porte-avions Charles de Gaulle. D'après plusieurs médias suédois, ce drone en question avait décollé quelques minutes plus tôt d'un bâtiment russe. Votre regard là-dessus, en effet, la Russie nous mènerait... Alors, il va falloir sur ce point-là qu'il y ait une enquête. Mais enfin bon, il y a eu d'autres événements avant. Oui. Non, mais écoutez, ça fait plusieurs années que nous sommes testés par la Russie. C'est pas nouveau. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques mois, j'étais à Vilnius, en Lituanie, pour une conférence sur la sécurité européenne. Je ne savais pas si je pourrais repartir de Vilnius le soir où mon départ était prévu, ou même le lendemain, parce que depuis la Biélorussie voisine, qui est évidemment contrôlée largement par, en tout cas très proche de la Russie, il y avait des ballons qui étaient envoyés vers l'aéroport de Vilnius, qui du coup étaient fermés. Ce genre d'événements, les pays qui sont sur le flanc est de l'Union européenne les vivent beaucoup plus souvent que nous, mais même nous, à l'ouest, le Royaume-Uni et la France en particulier, mais aussi l'Allemagne, qui sommes les pays les plus actifs, nous vivons ce genre de... Alors moi, je parle de tests. Je pense aussi que c'est quelque part que nous sommes testés. Mais des tests pour aller où? Pour mener à quoi? Eh Volodymyr Zelensky a dit messages. Récemment, Vladimir Poutine a lancé la Troisième Guerre mondiale. Il va trop loin quand il dit ça? Ce sont des messages et des tests qui doivent nous amener très calmement à nous renforcer, à nous réarmer, justement pour empêcher un conflit. Moi, ce que je dis toujours, c'est que, surtout à nos concitoyens qui, à juste titre, sont un peu inquiets de cette ambiance, c'est que c'est justement pour dissuader un agresseur éventuel, pour empêcher la guerre, que tout ceci doit nous amener à nous réarmer, et pas seulement nous réarmer matériellement, mais nous réarmer aussi dans les têtes. Vous l'avez dit, dissuader, vous avez rappelé, Camille, la citation de Zelensky sur la Troisième Guerre mondiale. Lundi, Lille Long, le président, dont vous avez été vraiment le proche conseiller, doit prononcer un discours important, voire très important, sur la dissuasion nucléaire française, la bombe atomique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours? Alors là, franchement, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec le président de la République, mais entre 2017 et 2019. Et de ce thème-là, la dissuasion française. C'est un domaine extrêmement sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chefs de l'État français, Emmanuel Macron comme ses prédécesseurs, à intervalles plus ou moins réguliers, font des discours de doctrine pour présenter la politique de dissuasion nucléaire. Et évidemment, aujourd'hui, c'est un domaine que l'on regarde de près, parce que depuis longtemps, dans notre doctrine nucléaire, telle qu'elle est établie par les discours des chefs de l'État, et nous allons donc écouter lundi ce nouveau discours, nous avons toujours dit que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtaient pas aux frontières de la France. Et l'élément nouveau, vous avez entendu ce qui a été dit par le chancelier allemand, c'est que ce dialogue que nous avons proposé depuis longtemps est maintenant accepté, ce qui est nouveau. Mais politiquement, en France, c'est extrêmement sensible. Oui, mais parce que certains peuvent faire croire que la dissuasion nucléaire va échapper au pouvoir national, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est évidemment pas le cas. Mais les Allemands, désormais, pourraient être intéressés, c'est-à-dire par une telle évolution... Je ne sais pas, c'est ce qui est... En tout cas, par une discussion. Mais toutes ces affaires sont tellement sensibles que je crois que, en tout cas, moi, je me tiens à cette règle. Il ne faut surtout pas commenter ce genre de domaine sans être vraiment tout à fait précis et tout à fait certain. Donc, attendons ce discours.
On le disait, vous avez été pendant longtemps l'ambassadeur de France aux États-Unis. Donald Trump, qui semble quand même résister à beaucoup de difficultés à l'intérieur de son pays. Il y en a une peut-être qui va être difficile pour lui à gérer, c'est l'affaire Jeffrey Epstein. On a le sentiment que là, il y a peut-être l'étau qui se resserre autour de lui. Vous qui connaissez bien les États-Unis, la population américaine, c'est en effet un dossier qui peut largement le fragiliser. Là, les informations d'aujourd'hui, ce serait le FBI qui aurait peut-être essayé de protéger le président américain, de cacher certains dossiers. Il ne s'agit pas tellement du FBI, mais du ministère de la Justice qui a publié certains dossiers et pas tous les dossiers. Et donc, ça alimente des soupçons, effectivement, qu'il aurait gardé des dossiers qui pourraient gêner tel ou tel. En fait, le problème est double dans l'opinion américaine. C'est évidemment la possibilité pour les démocrates, d'autant plus que le couple Clinton est maintenant Hillary auditionné. Clinton est entendue aujourd'hui et son mari, Bill Clinton. On peut dire que c'est pas bon pour les démocrates parce que c'est un ancien président démocrate, mais en fait, les démocrates disent, vous voyez, eux, ils jouent le jeu. Mais le problème pour le président Trump vient aussi de son propre camp, parce que ses partisans, y compris une partie de l'aile MAGA, avaient vraiment demandé toute la transparence. Donc c'est vrai que c'est un dossier sensible. Est-ce que ça pourrait être son talon d'Achille ? Mais on ne sait pas, moi je ne sais pas vous dire ce que... Et est-ce que ça pourrait l'inciter à faire diversion ailleurs, par exemple à Cuba, par exemple en Iran, voire au Groenland de nouveau demain? Ça pourrait le pousser à... Ce serait le mot de la fin, cette réponse. En tout cas, le président Trump, dans son discours sur l'état de l'Union, évidemment, n'a pas mentionné ce dossier Epstein. Par contre, il a voulu aussi montrer, parce qu'il faut aussi penser à ces dossiers très importants pour les Américains, qu'il avait agi pour le pouvoir d'achat et pour la sécurité contre l'immigration illégale. Merci beaucoup Philippe Etienne d'avoir été notre invité ce soir. Merci Henri Vernet d'avoir été à mes côtés. Dans un instant, c'est les informés, mais d'abord, le JT Monde.